Bienvenue dans la série de mini-podcasts Committed, un projet de recherche européen interdisciplinaire qui explore comment et à quelles conditions une transition vers une alimentation moins carnée peut devenir réalité. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Madame Céline Galen, enseignant-chercheur en marketing et comportement du consommateur à Nantes Université. C'est avec cette approche comportementale que Céline Galen participe au projet Committed, questionnant l'acceptation des alternatives à la viande chez les consommateurs, notamment les insectes. Bonjour Céline. Bonjour. Les insectes forment une alternative à la consommation de viande à part entière. Pourtant, quand on entend insectes, on ne pense pas nécessairement à assiette ou repas. Pouvez-vous nous éclairer sur l'état des connaissances issues de vos recherches sur l'acceptation des insectes par les consommateurs ? Oui, avec plaisir. Alors, les insectes, il faut savoir déjà qu'ils sont consommés par près de 2 milliards de personnes quotidiennement sur la planète. Donc en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique du Sud. Mais dans les pays occidentaux, effectivement, les insectes sont considérés comme culturellement non comestibles. Donc ça, c'est lié au fait que les mangeurs fonctionnent avec en tête ce qu'on appelle, de manière inconsciente bien sûr, le principe d'incorporation. Et le principe d'incorporation, il explique la pensée magique. Ce principe d'incorporation, il est fondé sur 2 lois. La première, c'est la loi de la similitude, selon laquelle les choses sont ce qu'elles semblent être. Et la deuxième, c'est la loi de la contagion, qui explique que un mangeur va être contaminé à la fois de manière réelle mais symbolique aussi par le produit qu'il va ingérer. Et donc, si je consomme des aliments, des objets qui ont une apparence sale, de nourriture du pauvre, c'est le cas pour les insectes, on a fait des études là-dessus, qui sont associés à la famine, eh bien, je suis souillée par ces objets potentiellement de manière nutritionnelle et surtout symbolique. Et donc c'est ça en fait qui bloque la consommation des insectes en Europe, c'est qu'ils sont associés à la pauvreté, à la famine, à une nourriture qui ne correspond pas à nos modes d'alimentation dans les pays occidentaux. Donc en fait, ce sont nos représentations mentales qui vont diriger nos comportements. C'est ce qu'ont montré les anthropologues, les sociologues de l'alimentation comme Jean-Pierre Poulin, comme Claude Fischler. Alors ça change au fil des années. C'est vrai qu'il y a 15 ans, personne ne consommait d'insectes en Occident. Aujourd'hui, on est un peu plus habitué à en voir. Beaucoup de consommateurs en ont consommé dans des voyages ou lors d'expériences d'apéritifs entre amis, par exemple. Mais ça reste quand même une consommation marginale. Néanmoins, il y a des acceptations différentes en fonction de la forme. Par exemple, les consommateurs qu'on a interrogés ont beaucoup de mal à consommer des insectes entiers, parce qu'on y voit les pattes, on y voit les ailes, les yeux. En revanche, les insectes sous forme broyée, cachés dans des aliments connus, sont beaucoup mieux acceptés. Dans des gâteaux, dans des pâtes. Certaines marques les commercialisent dans des sucettes aussi, par exemple. Mais dans des produits que l'on connaît, ça va être beaucoup mieux accepté. Et puis l'âge aussi diffère. Les enfants n'ont pas du tout la même approche que les adultes vis-à-vis des insectes, les adolescents non plus. Ils ont moins de préoccupations de santé. En revanche, le bien-être animal pour les enfants et les adolescents est beaucoup plus important que pour les adultes. La pensée magique que je viens de vous décrire tout à l'heure ne fonctionne pas chez les enfants comme chez les adultes. Et pour les ados, on a une acceptation qui dépend beaucoup de la valorisation sociale entre amis, donc jouer sur le défi, le challenge entre amis, alors que les enfants vont être très sensibles à une consommation qui serait faite au sein du foyer, donc la familiarisation par la consommation d'insectes par les parents, par les frères et sœurs, et aussi par les amis au sein du groupe social. Très bien, merci. Et si je ne me trompe pas, vous continuez encore à effectuer des recherches sur l'acceptabilité des insectes dans la consommation. Pourriez-vous nous parler de vos travaux les plus récents et des principaux enseignements que vous en tirez aujourd'hui ? Alors récemment, on a poursuivi nos travaux sur les aspects plutôt communication, design, packaging. Donc on a notamment fait une recherche sur l'influence des messages de communication sur les bénéfices des insectes en fonction du régime alimentaire. Et donc les bénéfices, ils sont de 3 ordres: l'environnement, la santé, le bien-être animal. Et en fonction du régime alimentaire, les consommateurs vont pas être sensibles aux mêmes messages.
qui mettent en avant les bénéfices. Donc par exemple, les flexitariens sont plus sensibles aux messages sur l'environnement, alors que les omnivores et les végétariens vont être plus sensibles aux messages qui mettent en avant la santé. Ça, c'est une étude qu'on vient de publier dans une revue scientifique, Journal of Consumer Marketing. Et on a également fait des recherches sur l'influence du packaging et la manière de représenter l'insecte sur le packaging. Notamment, on a étudié les cute packaging. Donc, c'est difficile à traduire, c'est des packaging mignons. Donc, on s'est aperçu que quand on a une représentation cute de l'insecte, les émotions sont plus positives et il y a une augmentation du goût perçu du produit. On l'a fait sur des chips et du pain de mie, cette étude. Et puis, encore plus récemment, on a regardé le degré de réalisme de représentation de l'insecte pour voir si ça influençait l'acceptation, les émotions ressenties. Donc, on a fait des études sur des barres de céréales à base de poudre d'insectes. On s'est d'abord aperçu qu'un dessin est beaucoup mieux accepté qu'une photographie parce que ça éloigne psychologiquement l'idée de l'insecte. Donc le produit est mieux accepté et on s'est dit, bon ok, maintenant qu'on sait qu'un dessin est mieux accepté qu'une photo, quel type de dessin serait mieux accepté? Donc là, on est en train d'analyser les derniers résultats d'une étude menée au Brésil, en France et en Finlande, toujours sur des barres de céréales, où on a testé un dessin angulaire versus rond et on a testé la version larve de Ténébrion molitor et la version scarabée, puisque le ver de farine, en fait, c'est la larve du scarabée. Donc, on a testé l'insecte avec le scarabée avec les pattes, les ailes et la version larve. Et donc là, les résultats sont à peine sortis du four, donc on va les communiquer dans des colloques bientôt. Mais voilà, on se pose la question, faut-il mieux communiquer sur plutôt un ver ou un scarabée angulaire ou rond? Néanmoins, les insectes ne sont pas les seules alternatives en perspective pour une transition vers une alimentation moins carnée. Il en existe d'autres, la viande cellulaire, les alternatives végétales. À part les insectes, est-ce que vous vous intéressez à d'autres protéines alternatives ? Oui, alors moi j'étudie les trois m'intéressent, mais là récemment plutôt les protéines végétales. Alors ce sont les mieux acceptées. Il y en a 4, les protéines végétales, les insectes, la viande cellulaire, mais aussi les protéines produites par fermentation. Bon, déjà les bénéfices attendus sont, comme je disais tout à l'heure, les 3, quelles que soient les protéines, la santé, le bien-être animal et l'environnement, mais on s'aperçoit que les protéines végétales sont les mieux acceptées. Parce que ça fait partie du registre comestible, contrairement aux insectes par exemple. Donc c'est des oléagineux, ce sont des céréales, ce sont des lentilles, des pois chiches, donc tout ça c'est des plantes que l'on connaît et pour certaines que l'on connaît déjà, que l'on consomme déjà, pardon. En revanche, pour tout ce qui est lié à la viande cultivée, on a beaucoup plus de réticence de la part des consommateurs qui considèrent ces protéines avec dégoût et avec beaucoup de peur. C'est associé aussi au fait que ce soit l'inconnu dans la fabrication de ces protéines cultivées et puis au fait que ce soit ultra transformé. Alors les protéines végétales, elles souffrent aussi de l'image ultra transformées, mais ce qui les pénalise le plus, c'est la présomption de goût fade et la difficulté à les préparer. Merci énormément Céline pour cet éclairage et d'avoir répondu à nos questions sur l'acceptation des alternatives protéiques par le consommateur. Avant de nous quitter, si nos auditeurs devaient lire un ouvrage ou écouter un contenu pour déconstruire leurs préjugés sur l'alimentation, lequel leur conseillerez-vous ? Alors, dans quelques semaines, va sortir un ouvrage aux éditions ISTE qui s'appelle « Manger des insectes en Occident ». Qu'on a coordonné avec mon collègue Gilles Serré de Lanose et qui est un ouvrage collectif issu du projet CRIKI, du projet ANR CRIKI, sur lequel on a travaillé pendant 5 ans avec 28 chercheurs dans 6 pays. Donc c'est une belle histoire parce que ce projet a précédé le projet Comitid qui lui s'étend aux autres protéines alternatives. Et donc cet ouvrage collectif va recenser le travail d'une grande partie des recherches qui ont été menées dans le cadre du projet ANR CRIKI sur les insectes. Bien, merci beaucoup Céline d'avoir pu répondre à nos questions et j'espère que nos auditeurs et auditrices pourront lire cet ouvrage très bientôt.
Vous venez d'écouter un épisode de la série de mini-podcasts de Committed, réalisé par Anya Alab et Lola Ingalls du laboratoire Droit et Changement Social, et Valentin Chénel à la technique. Merci pour votre écoute et à très vite.